Bonjour, je suis Charlotte Giroudet en direct de la Thaïlande. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est mon premier Facebook Live sur le groupe Moindre Livre avec Cathy. Donc, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions concernant la nutrition. Donc, n'hésitez pas justement à interagir. Là, vous pouvez poser vos questions directement en me mettant un petit commentaire, je pense, en dessous de la section du live. Donc, j'avais vu, justement, pour commencer, une des questions sur le groupe, on me demandait finalement si le thé, de boire du thé, pouvait accentuer la perte de poids. Alors, c'est une excellente question. Je vous dirais que malheureusement, il n'existe pas de produits ou aliments qui ont la capacité de générer ou d'accélérer finalement la perte de poids. Le thé est excellent là, parce que c'est une boisson qu'on connaît avec des vertus là, antioxydantes, mais malheureusement, ça ne vient pas stimuler nécessairement la perte de poids. Ce qui est important de savoir, par exemple, c'est que dans le cadre d'une saine gestion du poids, l'hydratation est très, très importante. Donc, on cherche quand même à augmenter son apport en eau, en différents liquides. Et oui, le thé peut être une option, surtout si on a de la difficulté à boire de l'eau nature parce qu'on aime un petit peu moins le goût. Donc, il n'y a pas de souci pour boire du thé. J'avais vu également que le café, on me demandait si le café était contre-indiqué. Je vous dirais que dans le café, ce qu'il faut faire attention, c'est aux petits ajouts qu'on peut retrouver, comme par exemple le sucre ou la crème. Si on parle simplement de la caféine, je vous dirais que le café, jusqu'à 2 à 3 tasses par jour, il n'y a pas de souci, là, ça ne viendra pas être négatif sur le bilan nutritionnel. Donc, je vois, il y a quelques personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc, je ne sais pas s'il y avait un sujet que vous vouliez aborder de façon un petit peu plus approfondie. Peut-être qu'il y en a qui se demandent où est-ce que je me trouve. Je suis actuellement en Thaïlande. J'ai 12 heures d'avance sur le Québec. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir, il fait un petit peu plus beau, je pense, qu'à Québec et on est déjà le matin. Alors, j'ai une question qui était indiquée. Par quoi peut-on remplacer le tofu au poisson dans les recettes? Je vous dirais qu'il n'y a aucun souci là, au terme de protéines. Si jamais, justement, certaines n'aiment pas le poisson ou le tofu, vous pouvez en tout temps remplacer ça par la protéine de votre choix. Ça pourrait être, par exemple, du poulet, ça pourrait être du porc. Je vous dirais parfois aussi d'y aller avec un substitut de viande comme les légumineuses. Pourquoi pas? Donc, n'hésitez pas, là, en tout temps, les recettes peuvent être modifiées. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez aussi garder la même quantité de protéines là, par recette, mais vous faites simplement la substitution. D'ailleurs, j'ai vu que Cathy, dans le cas de la recette de tofu parmigiana, dans sa famille, ils aimaient un petit peu moins ça, fait qu'ils avaient mis ça par des escalopes, je pense des escalopes de porc, puis ça fonctionnait très, très bien. Alors oui, on m'indique qu'il y a une tempête au Québec. C'est sûr qu'ici, on n'a pas de mauvais temps. Je vous dirais qu'il fait un beau soleil, là, puis je pense que la journée va être plutôt chaude. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions concernant le menu ou le déroulement du menu? J'avais vu aussi, c'est ça déjà, sur le groupe Facebook, que plusieurs se posaient la question. Parfois, il y avait des recettes que certaines aimaient moins. Donc, en tout temps, vous pouvez justement interchanger les recettes, que ça soit autant pour le dîner que pour le souper. Selon vos goûts et préférences, il n'y a aucun souci. Vous pouvez répéter des recettes, il n'y a pas de problème. Tout le menu a été bâti de façon à ce que les recettes soient vraiment équilibrées, nutritives et rassasiantes. Donc, il n'y a pas de souci pour pouvoir faire des ajustements. Alors, j'ai une question qui... oui, au niveau du tofu, si ça se congèle bien. Je vous dirais que dans l'ensemble, oui, ça se congèle assez bien. Parfois, selon les autres légumes d'accompagnement qui vont être dans la recette, ça se peut que les légumes deviennent un petit peu plus ramollis là, lors de la décongélation, mais sinon, le tofu, il n'y a pas de souci. J'avais une question aussi pour les glucides. Alors, le nombre de grammes de glucides qu'on doit consommer par jour. Je vous dirais que ça, c'est une question quand même assez complexe, dans le sens où, dans le cadre de votre gestion de poids, je vous dirais de ne pas vous inquiéter quant au calcul des glucides, des lipides ou des protéines. Pourquoi? C'est que nous, dans le fond, lorsqu'on a monté le menu, moi, je me suis assurée que d'un point de vue nutritionnel, on retrouve une quantité modérée de glucides à chacun des repas.
pour vous permettre justement de ne pas manquer d'énergie, d'être rassasié aussi, d'être soutenu lors des repas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi misé sur les fibres et les protéines. Mais je vous dirais qu'en gestion de poids, il est clair qu'on doit faire attention à la quantité de glucides totale qu'on doit consommer dans la journée. Et lorsqu'on me demande exactement le nombre de grammes de glucides qu'on doit consommer, je vous dirais que c'est quelque chose qui est adapté selon la morphologie, la grandeur, le niveau d'activité physique. Mais soyez rassurés, notre menu contient en moyenne par repas un apport modéré en glucides. Donc, vous pouvez vous y fier. Ne vous inquiétez pas au niveau du choix des recettes. Elles ne sont pas en excédent ni de façon insuffisante. Toutes les recettes ont été équilibrées. J'ai une autre question. Pouvez-vous changer la même journée de dîner-souper? Oui. Alors, comme je l'ai dit, au niveau des dîners-soupers, il n'y a pas de souci, là. On peut interchanger les repas sans problème. Ah, une bonne question. Donc, on me parle des petits écarts, donc les petits repas peut-être moins planifiés. Je vous dirais oui, il n'y a absolument aucun problème. Moi, comme nutritionniste, en fait, quand je consulte, quand on vient me voir à mon bureau, je dis toujours que l'important, en fait, surtout en changement d'habitude alimentaire, en saine gestion du poids, ce qui est important, c'est la constance. Donc, dans l'ensemble, si 80% du temps, vous faites des choix qui sont sains, qui sont équilibrés, il n'y a aucun problème à sortir un pied de temps en temps de nos saines habitudes. Moi-même aussi, je le fais, donc aucune culpabilité à avoir. Vous pouvez vous permettre à l'occasion une petite gâterie, un petit dessert, un petit repas parfois un petit peu plus nutritif. La seule chose que je vous dirais, c'est que parfois, quand on mange un petit peu plus lourd ou un petit peu plus copieusement, à ce moment-là, si on écoute ces signaux de faim de satiété, dès le lendemain, on a simplement ajusté le repas à la baisse. Soit on se fait un repas un petit peu plus léger ou on réduit tout simplement la portion. Donc, aucun souci, là, vous pouvez tricher, là. Puis même à ça, je vous dirais qu'un écart n'est pas une tricherie. Au contraire, c'est très bon psychologiquement de manger des fois des choses un petit peu plus goûteuses ou un petit peu plus riches en calories. Le millet soufflé, on peut le remplacer. Écoutez, on peut le remplacer par du riz soufflé. Il y a du quinoa soufflé. Aucun souci, là, n'importe quelle autre céréale, là, vous pouvez faire la substitution. Très bonne question. Vin ou bière? Alors, je vous dirais que concernant les alcools, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le degré d'alcool est haut dans une consommation, par exemple le vin, le degré d'alcool est plus haut que la bière, à ce moment-là, pour la portion de référence, celle-ci doit diminuer. Pourquoi? Parce que plus le degré d'alcool est haut, finalement, plus cela nous donne des calories. Donc, dites-vous que pour l'équivalent d'une bière, environ une consommation de vin, c'est à peu près 3 à 5 onces. Puis si on parle d'un spiritueux, là, une alcool forte, on parle d'environ 1 once. Donc, ce qu'il faut retenir avec l'alcool, c'est qu'en gestion de poids, évidemment, nous, on fait attention finalement aux calories liquides, notamment les glucides. Donc, l'alcool est une source quand même très concentrée de glucides. C'est pour ça que, idéalement, je dis, bon, pas d'alcool, mais sinon, jusqu'à 2 consommations, il n'y a pas de souci. Si jamais c'est un petit peu plus que ça, je vous dirais de ne pas hésiter à augmenter un petit peu plus à ce moment-là votre marche quotidienne, tout simplement. Donc, ça, c'était pour l'alcool. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions concernant les repas ou concernant les portions? Un autre petit élément aussi, parce que je l'ai vu marqué sur la page Facebook, on me demandait si c'était grave finalement de tricher ou du moins de ne pas suivre le menu la fin de semaine. Donc, je vous dirais qu'il n'y a jamais rien de grave en saine gestion de poids, mais surtout, ce qu'il faut retenir pour avoir des résultats efficaces, c'est d'y être constante. Ce que je m'explique, en fait, c'est que l'important, c'est qu'on puisse au quotidien avoir une forme, en fait, d'habitude de routine alimentaire qui se crée. C'est-à-dire manger à des heures de repas qui sont similaires, donc notamment éviter de sauter des heures de repas. Donc, les week-ends, parfois, on me dit « Ouais, je me lève tard, je déjeune pas nécessairement, tu sais, je prends que 1, voire 2 repas. » Donc, c'est ça, je vous dirais, quand je parle de constance, c'est d'essayer quand même si on est le week-end, déjeuner, dîner, souper. Les collations peuvent être flexibles, évidemment, mais c'est d'essayer de garder un peu une constance dans sa routine, surtout la routine alimentaire. Alors, on me demande pour le métabolisme, est-ce que là,
Oui, alors oui, en fait, on me parlait du fameux métabolisme, le métabolisme de base, donc ça veut dire l'énergie qu'on dépense au quotidien. Oui, l'âge va influencer notre métabolisme, donc c'est certain qu'au fur et à mesure des années, malheureusement, le métabolisme diminue un petit peu. C'est parfois ce qui explique pourquoi on me dit, ah, ben moi, à 20-30 ans, quand je faisais un programme de perte de poids, ben ça allait un peu plus vite qu'à 40 ou 50. Je vous dirais que c'est tout à fait normal, mais il faut savoir que l'âge n'est pas non plus un facteur bloquant, OK, à la saine gestion de poids, pas du tout. On a des très bons résultats quand même. C'est simplement que des fois, ça prend un tout petit peu plus de temps. Très bonne question. On me demande, donc le yogourt Activia est-il conseillé dans les recettes parce que c'est souvent du yogourt 0%. Oui, vous pouvez utiliser sans problème le yogourt Activia. C'est simplement que moi, à titre de nutritionniste, le yogourt, en fait, j'ai tendance à l'utiliser nature. Je vous explique. C'est que dans les yogourts aromatisés, souvent l'industrie alimentaire va ajouter un sucre qui va être très sucré au goût, notamment du sirop de glucose ou du sirop de maïs, pour donner un maximum de saveur. Donc moi, ce que je dis plutôt, c'est que c'est préférable finalement de prendre un yogourt nature auquel vous rajoutez votre saveur. Donc moi, par exemple, dans mon yogourt, j'ajoute régulièrement sur une portion de yogourt, par exemple 3/4 de tasse de yogourt, je mets certainement une bonne cuillerée à soupe, notamment d'un sucre naturel comme le sirop d'érable ou le miel. Il n'y a aucun souci. Ça permet quand même d'avoir un goût qui est agréable, mais aussi on a un sucre un petit peu plus naturel que les sucres qui sont utilisés en industrie alimentaire. Donc oui, vous pouvez prendre le yogourt Activia, mais il n'y a aucun souci aussi là, à prendre un yogourt nature, puis à vous l'aromatiser puis le rendre goûteux. J'ai une très bonne question concernant l'alimentation, les résultats, la perte de poids, l'exercice physique. Donc, c'est vrai que en gestion de poids, je vous dirais qu'on entend souvent ça, 70 à 80% des résultats vont être obtenus lorsqu'on fait des changements alimentaires. C'est vrai. Donc, l'exercice physique est très important. Ça nous permet justement de bien compléter notre saine gestion de poids. L'exercice, ça a été démontré, il y a énormément d'effets positifs à en pratiquer. Moi, ça fait partie intégrante de mes habitudes, mais c'est évident que si on ne fait que de l'activité physique et que d'un point de vue nutritionnel, on ne révise pas ses habitudes, on ne fait pas de petits changements, c'est sûr que les résultats vont tarder ou voire il va y avoir une stagnation. Donc, c'est vrai que l'un va avec l'autre et que la partie nutrition, quand même, dans le processus de gestion de poids, prend beaucoup, beaucoup d'importance. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le grignotage en soirée? Le fameux popcorn. Je vous dirais, alors, tout ce qui concerne les grignotages de soirée, ce qui est très important de retenir, c'est toujours de se demander, est-ce qu'on a réellement faim? Pourquoi je vous dis ça? C'est que bien souvent, en consultation, on me dit « Ah, moi, Charlotte, le soir, devant la télé, devant l'ordinateur, je suis collée, je suis bien, j'écoute mes séries, puis là, j'ai une envie incroyable de grignoter. » Donc, parfois, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans ces moments-là, l'alimentation devient comme un peu une source de réconfort. Donc, on mange pas nécessairement parce que, bon, on a faim. On va manger un petit peu plus parce que c'est satisfaisant, c'est agréable, on a envie de se faire plaisir. Donc, une fois de temps en temps, on peut le faire. Mais le problème, c'est que si on développe cette habitude de toujours grignoter en soirée, c'est comme si notre cerveau, il enregistre que lui, le soir, là, quand on est collé tranquille, puis on veut se relaxer, ben les grignotines deviennent nécessaires. Donc, on peut grignoter le soir, mais l'important, c'est de se poser la question si oui ou non, on en a réellement besoin. Et si on a envie de grignoter du popcorn, pas de problème. Une portion de popcorn, c'est environ 3 à 4 tasses. Et évidemment, on essaye de prendre un popcorn qui va être soufflé à l'air ou du moins qui ne sera pas trop riche en gras ou en sel. Moi, un petit truc que je fais parce que je trouve que c'est un petit peu plus soutenant, puis ça permet aussi de contribuer au petit côté crunchy, c'est que le popcorn, dans mon popcorn, je rajoute à peu près 1 à 2 cuillerées à soupe d'amandes. En fait, que je mets dans mon bol à popcorn. Fait que, au travers de tout ça, quand je mange, finalement, je mange quelques amandes. Puis on sait que les amandes, c'est très soutenant parce que, bon, il y a des bons gras, on a des fibres et des protéines. Donc, ça nous permet finalement d'avoir une grignotine, mais à un moment donné, de se sentir aussi rassasié. Donc, ça, c'était mon petit truc pour les collations du soir.
Alors, on me demande, c'est ça, j'ai une personne qui me demande, quand on arrive tard du boulot, puis qu'on a faim, puis qu'on est fatigué, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour manger là, avant de se coucher? Moi, je vous dirais que j'aime beaucoup l'option d'un petit produit laitier comme un yogourt, un petit morceau de fromage ou un fruit. Pourquoi? Parce que c'est pas trop lourd, ça permet aussi juste de refaire un tout petit peu sa réserve d'énergie, puis ça nous permet après tranquillement d'aller se coucher. Encore une fois, il faut vraiment savoir qu'à ce moment-là, c'est important d'avoir faim. Le soir, parfois, on peut avoir des signaux qui sont biaisés, soit parce qu'on est très fatigué, ou bien aussi parce que des fois, on ne s'est pas suffisamment hydraté dans la journée. Parce qu'il faut savoir que des fois, le signal de faim et de soif peut se confondre. Donc, à ce moment-là, moi, je vous dirais que quand vous avez envie de grignoter, avant de le faire, prenez-vous quand même un bon verre d'eau. Vous attendez 5 à 10 minutes, vous voyez commencer. Puis si jamais, justement, vous avez encore faim, à ce moment-là, vous prenez une collation, là, il n'y a aucun problème. Donc, je voyais qu'il y avait d'autres questions. Alors, on me posait la question si le cardio ou la musculation qui aide le plus à la perte de poids. C'est sûr que Karine, qui est kinésiologue, va pouvoir vraiment bien répondre à cette question-là. Je vous dirais que moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est les deux. En fait, c'est la combinaison des deux qui permet de maximiser les résultats, notamment sur la dépense d'énergie. Alors, j'ai une autre question aussi concernant la sucarine. Donc, ça, c'est un faux sucre, finalement. C'est ce qu'on appelle un édulcorant. Alors, mon point de vue de nutritionniste sur les faux sucres, je vous dirais que c'est... Comment je vous dirais ça? Quelqu'un qui a des problématiques, notamment de diabète, ou qui doit faire attention à sa glycémie, bon, ben, c'est sûr que ces sucres-là peuvent se proposer comme une option intéressante parce que... quand on les consomme, finalement, ça donne un goût sucré, mais notre corps n'est pas en mesure de les reconnaître. Donc, il n'y a pas l'assimilation du sucre comme on aurait avec un sucre normal. Le souci, c'est que parfois, on retrouve beaucoup de ces produits-là, notamment dans les produits dits allégés ou pour aider au contrôle du poids. Malheureusement, les études sont en train de montrer qu'au lieu de nous aider à avoir une saine gestion de poids, ça avait plutôt tendance à accentuer ou à stimuler finalement la prise alimentaire. C'est comme si, quand on prend quelque chose qui est sucré avec un faux sucre, ben ça nous allume la petite cloche qui dit « c'est bon, tu sais, j'ai quelque chose qui est sucré », mais on n'a malheureusement pas la réponse à ce goût sucré-là. Donc, notre glycémie, finalement, elle monte pas là, parce que le corps n'est pas capable de l'assimiler. Donc, c'est démontré que c'est comme si ça avait un effet de stimulant. Finalement, on a encore envie, après quelques temps, de remanger du sucre. Donc, finalement, à long terme, je vous dirais que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace. Pour celles qui n'ont pas de problème de diabète, qui n'ont pas à surveiller leur glycémie, je vous dirais que moi, personnellement, j'aime beaucoup mieux favoriser les sucres naturels comme le sirop d'érable, le miel, la cassonade. Donc, c'est à votre choix. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, concernant l'eau pétillante nature sans sodium, auquel on ajoute des fruits et du citron, est-ce qu'on peut en boire beaucoup puis à volonté? Oui, quelle bonne idée justement pour stimuler son hydratation. Oui, absolument. Même moi, des fois, je rajoute un petit peu de tisane ou du thé infusé. C'est super bon au goût, il n'y a pas de contre-indication. L'important finalement, c'est de vous aider à vous hydrater. Donc, on peut prendre de l'eau nature auquel on rajoute des fruits. Moi, je sais que j'aime beaucoup la combinaison orange et menthe. Il y a aussi, on peut faire avec fraises basilic, on peut faire concombre romarin, on peut faire simplement au citron. Donc, réellement, vous avez plein de combinaisons possibles, puis c'est tout à fait indiqué, aucun souci. Même certains aussi me disent, ah ben moi j'ai une petite bouteille là, SodaStream là, auquel je rajoute finalement à mon eau aromatisée du pétillant. Fait que oui, il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée. Alors, y a d'autres questions? Alors, pourquoi on boit, pourquoi du moins j'avais suggéré de boire un verre d'eau au citron au lever? Je vous dirais en fait que c'est pour refaire un peu le tas d'hydratation. Quand on se lève, ça fait quand même plusieurs temps qu'on n'a pas, finalement, qu'on n'a pas bu ni mangé. Donc, de prendre un verre d'eau, ça nous permet finalement de nous hydrater. Pourquoi je disais que c'est intéressant de rajouter aussi du citron, du jus de citron? Ça peut être aussi n'importe quel agrume.
c'est que la vitamine C, c'est une vitamine qui est liposoluble. Donc, en fait, pas liposoluble, excusez-moi, hydrosoluble. Ça veut dire que la vitamine C va diffuser dans l'eau. Donc, ce qui peut être intéressant, justement, au niveau de cette consommation-là, c'est que la vitamine C, notamment en période d'hiver, on sait que ça peut être bon pour le système immunitaire. Et la vitamine C aussi agit pour plein d'autres réactions métaboliques. Notamment aussi, ça nous permet d'avoir une bonne absorption du fer. Donc, vous pouvez le prendre le matin en vous levant, mais ça peut être aussi consommé dans la journée à n'importe quel moment. Bonne question. Alors, les œufs, sous toute forme, y a-t-il une limite par jour? Donc, en fait, les œufs, je vous dirais que c'est un aliment qui est vraiment très complet en soi. On dit que par rapport à son poids, c'est l'aliment qui a le plus haut ratio avec les protéines. Donc, quelqu'un qui n'a pas de problème de cholestérol, qui a un bilan, qu'on dit un bilan lipidique qui est beau, qui est normal, sans problème, vous pouvez prendre jusqu'à l'équivalent d'un œuf par jour. Il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le jaune qu'on va retrouver notamment le cholestérol, mais on retrouve aussi plein de bonnes vitamines, comme des vitamines A, D, E, K. Donc, il ne faut pas se priver nécessairement du jaune. Puis, c'est dans le blanc qu'on va retrouver l'albumine, qui est la protéine de l'œuf. Donc, s'il y en a qui aiment beaucoup, beaucoup les œufs, mais quand même, ça les inquiète de consommer des jaunes d'œufs ou, si c'est plus que, par exemple, 7 œufs par semaine, ce que vous pouvez faire, soit vous retirez le jaune, soit des fois, ils se vendent des petits cartons, en fait, qu'on appelle du tout blanc. Donc, moi, ce que je fais parfois, quand je veux me faire une omelette un petit peu plus soutenante, je me casse un œuf entier, puis je rajoute à peu près l'équivalent d'une demi-tasse de blanc d'œuf à mon mélange. Donc, ça fait en sorte que mon omelette, finalement, ou ma brouillade d'œuf, elle est très, très protéinée. Puis, à ce moment-là, on a un apport en gras et en cholestérol qui est très, très raisonnable. Donc, alors, l'huile de coco. Est-ce si bon qu'on le dit? Alors, très, très bonne question. Je vous dirais qu'en plus, où je suis, en Thaïlande, ils l'utilisent énormément. Oui, l'huile de coco n'est pas est bonne, dans le sens où elle a un profil nutritionnel qui est intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile de coco, quand même, elle a une proportion de gras saturé un petit peu plus grande que certaines autres huiles. C'est ce qui fait en sorte que, d'ailleurs, elle est un peu plus solide là, à température pièce. Donc, en fait, moi, ma recommandation quand je parle des huiles ou des matières grasses, c'est d'avoir un apport varié, en fait. C'est-à-dire que de cuisiner avec plusieurs types d'huiles. Moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser, par exemple, pour les cuissons, l'huile de canola, parce qu'on sait que le point de fumée, c'est-à-dire que son point de résistance à la chaleur est un petit peu plus haut que, par exemple, l'huile d'olive. Donc, je prends l'huile de canola pour mes cuissons. Je vais prendre par exemple de l'huile d'olive ou de pépins de raisin pour faire des vinaigrettes ou faire des marinades. Oui, on peut utiliser l'huile de coco dans des desserts ou on peut faire de l'huile de coco pour des sautés, il n'y a pas de problème. Donc, dans le cas des huiles et matières grasses, retenez qu'une variété, là, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui est préconisé finalement. Comme ça, on a un bon apport en différents éléments, notamment les gras monoinsaturés, polyinsaturés ou même à la limite les gras saturés. Beurre d'arachide en poudre, ajouté au gruau et au chia le matin. Alors là, j'avoue que je n'ai jamais goûté personnellement le beurre d'arachide en poudre. Donc, oui, je vous dirais que spontanément, moi, j'aurais tendance à l'utiliser. Le beurre de pinot, moi, personnellement, que je connais et que j'utilise, en fait, c'est les beurres d'arachide naturels. Il y a plusieurs marques sur le prix pour ça. Puis, pourquoi, en fait, c'est important d'essayer de favoriser le beurre d'arachide naturel? C'est qu'il va avoir un apport en protéines plus intéressant que le beurre de pinot régulier. Bien, en fait, de type Kraft, mais c'est surtout sur la qualité de ses gras. Un beurre d'arachide Kraft, là, comme on le connaît tous, le problème, c'est que il peut être facilement tartinable, il ne bouge pas, même si on le laisse à température pièce. Bon, mais ça, c'est dû, en fait, parce qu'ils utilisent dans le produit de l'huile de palme hydrogénée. Donc, c'est sûr que ça, c'est un gras qui, à long terme, n'est pas très, très bon pour la santé, même c'est plutôt néfaste. Puis même, à ces tartinades-là aussi, ils rajoutent du sucre. Donc, finalement, on a un produit qui est beaucoup moins soutenant et rassasiant que si on prenait un beurre d'arachide naturel ou un beurre d'amande. On m'a d'ailleurs posé la question, qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'aime pas le beurre d'arachide ou le beurre d'amande ou voire on est allergique? Il y a plusieurs autres types de beurre naturels qui se retrouvent sur le marché. Il y a notamment le beurre à base de graines de citrouille, on a sésame, il y a noisette, il y a cachou, donc il y a plusieurs produits. Ça, je vous dirais que souvent,
C'est dans les sections produits naturels ou biologiques là, des épiceries ou à ce moment-là, en magasin spécialisé, là, vous pourriez en retrouver. On me dit, je vais t'amener un pot de beurre de pinot en poudre la prochaine fois. Oui, c'est une bonne idée. En fait, moi, je suis curieuse, mais vraiment, je vous avoue, je n'ai jamais essayé. Alors, on me pose la question sur les pâtes de konjac. Oui, quelle bonne idée. Bien souvent, on me dit, bon, Charlotte, tu nous dis de faire attention aux féculents, mais moi, j'aime les pâtes, j'ai envie d'en manger. Donc, si on est quelqu'un qui aime les pâtes et qui a envie de les intégrer régulièrement à son menu, c'est sûr que, bon, les pâtes, on le sait, là, c'est un féculent, puis à quantité quand même minime, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, c'est sûr que les pâtes de konjac peuvent s'avérer être un choix intéressant parce qu'en fait, c'est très, très faible en glucides. Puis au niveau de la texture et du goût, c'est super intéressant. Là. On a l'impression de manger des vraies pâtes. Ça, on m'a dit qu'on en retrouvait notamment au magasin Avril, parce que c'est pas partout qu'on en retrouve. Mais oui, c'est un produit qui est intéressant. Il y avait aussi les pâtes faites avec du soya. Donc, je ne sais pas si certaines ont essayé. Moi, je trouve que c'est quand même aussi très intéressant, puis ça a l'avantage d'être très soutenant. Donc, pâte de konjac ou pâte de soya, là, oui, à découvrir, c'est bien sympathique là, pour les recettes. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, on me demande, j'aime beaucoup les fruits, mais on m'a dit de rester de ma consommation à cause des glucides. Combien de fruits par jour on peut les manger, puis lesquels sont les meilleurs pour leur valeur nutritive? Alors, c'est une excellente question. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. C'est une excellente question. Donc, les fruits, en fait, il faut retenir, c'est que c'est vrai que, bon, c'est une source de glucides. Maintenant, c'est une source de glucides qui est quand même somme toute très intéressante parce qu'on y retrouve des fibres, il y a des vitamines. Le fruit en soi demeure un bon choix. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que notre consommation de fruits ne devrait pas être supérieure à notre consommation de légumes. Donc, nous, les nutritionnistes, on dit souvent, lorsque, par exemple, vous mangez une portion de fruits, ça serait intéressant que vous mangiez au moins l'équivalent de 2 à 3 portions de légumes. C'est pour ça que dans une journée, moi, au niveau du menu, j'avais calculé à peu près 2 fruits par jour parce que justement, on considérait que dans le reste du menu, il y allait avoir entre 4 à 6 portions de légumes qui allaient être consommées. Donc, c'est ça. C'est de retenir que pour chaque fruit, il faut que vous mangez 2 ou 3 légumes. Concernant la valeur nutritive des fruits, en fait, retenez que plus le fruit a des couleurs vives, notamment orange, rouge, bleu, plus la teneur en antioxydants va être importante. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant, notamment les petits fruits, les agrumes. Donc, tous ces produits qui sont colorés sont intéressants à mettre au menu. Mais n'excluez aucun fruit. Vous avez envie de manger une mangue, vous mangez une mangue. C'est une banane, ça sera une banane. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Là, vous choisissez le fruit de votre choix parce qu'il faut se retenir que, notamment en gestion de poids, mais même dans toutes les habitudes alimentaires que nous, on encourage les nutritionnistes, l'important, c'est que vous ayez du plaisir quand vous mangez. Manger, oui, ça répond à un besoin physiologique, mais c'est aussi bien psychologique. Donc, choisissez vraiment un fruit qui vous fait plaisir, puis il n'y a aucun souci avec ça. Les fruits congelés aussi peuvent être une bonne option, là. Il n'y a aucun problème, ça nous dépanne bien. Les fruits en conserve, bon, c'est un petit peu moins intéressant parce que bien souvent, il y en a qui sont dans du sirop. Donc, c'est à faire attention. Si vous prenez des fruits en conserve, à ce moment-là, prenez-les dans l'eau, puis ça peut être quand même une option sympathique. Alors, bonne question. On me partage que, bon, ben moi, quand je suis stressée, j'ai vraiment envie de manger. Oui, tout à fait possible, ça. On le sait, là, les émotions puis l'alimentation, c'est étroitement relié. Donc, c'est sûr que parfois, on me dit, moi, dans mon bureau, quand je suis triste, j'ai envie de manger. Quand je suis très heureuse, j'ai envie de manger. Quand je suis stressée ou en colère, j'ai le réflexe de vouloir manger. Oui, c'est possible. Moi, en fait, je vous dirais que j'ai un petit truc que j'ai commencé puis que j'ai partagé à plusieurs clientes et finalement, ça s'est avéré que ça fonctionnait bien. Je ne sais pas si certaines connaissent les coloriages mandala. En fait, c'est comme des grands papiers avec des motifs de type un petit peu oriental indien. Et en fait, je vous dirais que c'est aussi simple que ça, mais moi, là, personnellement, 5 à 10 minutes de coloriage, on dirait que ça me change l'humeur. Je trouve ça cute, ça me détend, je pense à autre chose. Puis bien souvent, après ça, on dirait que ça passe, là, tu sais, c'est quelque chose que l'alimentation ne devient pas nécessairement un réflexe.
Si c'est pas ça, ça peut être n'importe quel truc. J'en ai qui me disent qu'ils font du tricot, j'en ai qui disent qu'ils vont faire de la lecture, qu'il y en a qui vont prendre un bain, aller marcher, appeler une amie. Bref, l'important, c'est simplement de ne pas répondre à son émotion directement là, par l'alimentation. Donc, quand on vit un petit pic de stress ou un petit pic d'émotion, puis qu'on sent qu'on a envie de manger, juste prendre un petit break de 5 à 10 minutes, puis on voit si ça passe ou non. Puis si jamais on craque puis qu'on mange, ben à ce moment-là, pas de culpabilité, on se flagelle pas. On essaie juste de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis à ce moment-là, la prochaine fois, on est en mesure d'être mieux outillé pour reconnaître finalement si on mange de façon émotive à ce moment-là. Alors, oh, vous êtes fine, il y en a plein qui me font des petits coucous. Alors, par quoi je peux remplacer le beurre dans des recettes de pâtisserie santé? Alors, c'est sûr que le beurre, ça fait partie justement des produits en pâtisserie parce que, bon, ça permet d'être un agent de texture, de saveur et de couleur. Moi, j'aime bien utiliser notamment le yogourt grec. Donc, le yogourt grec, ça peut être une bonne façon dans les desserts de faire une petite substitution de matière grasse. Puis, il y a aussi la compote de pommes. On a quand même des bons résultats avec ça. Mais il faut faire des tests, par exemple, parce que parfois, à tout l'enlever complètement, on n'aura pas le même résultat sur le produit final. Donc, je vous dirais des fois de commencer juste en enlevant un tiers, puis si ça fonctionne bien, vous continuez de réduire tranquillement la quantité de matière grasse que vous utilisez. Alors, une question, on me demande pour les collations. Donc, si c'est vrai qu'il ne faut pas manger après 8 heures ou qu'il ne faut pas manger du tout. Très bonne question. Je vous dirais que ça dépend aussi toujours de l'heure à laquelle vous allez vous coucher. Moi, je vous dirais comme un petit rappel, en fait, petit pense-bête, c'est que moi, je pars du principe qu'on devrait manger sur un intervalle d'à peu près 12 à 13 heures. Donc, si par exemple, votre premier repas du matin est vers 7 heures ou 8 heures, et bien à ce moment-là, le repas final, le dernier repas du soir, devrait être peut-être vers 19h30 ou 20h. Puis, il faut savoir aussi que quand on se couche finalement plus tard, donc vraiment en dehors de 6 heures habituelles, ça se peut là, que vous ayez faim, c'est normal. Parce que bon, d'habitude, le corps finalement a besoin de manger environ aux 3-4 heures. Donc c'est sûr que si votre repas du soir, par exemple, est à 18 heures, puis il est rendu minuit, 1 heure du matin, c'est fort probable que vous ayez faim. Mais c'est peut-être aussi probable que vous ayez faim parce que vous êtes fatigué. Donc c'est simplement de voir un peu la différence là, entre les deux. Alors, on me demande aussi par quoi on pourrait remplacer le sucre et le sel. OK. Le sucre, je vous dirais que ça dépend dans quoi on le met. Il n'y a pas de petits efforts concernant le sucre. Je vais prendre un exemple commun, là, le café. J'en ai beaucoup qui me disent, ben moi, dans mon café, d'habitude, je mets, par exemple, 2 sachets de sucre. Donc, c'est sûr que si on est habitué à ce goût-là, ben on va chercher à reproduire finalement ce goût-là. Donc, tranquillement, je vous dirais, sans de passer de 2 sachets à pas du tout, on y va graduellement. Donc, on essaye à 1 sachet et demi si ça nous convient. On essaye à 1 sachet après. Puis, tranquillement, on voit si notre goût et notre envie de sucre diminuent. Bien, c'est la même chose avec le sodium. C'est pareil. Quand on est habitué de manger salé, on a encore envie de manger salé. Puis, je vous dirais qu'on a toujours envie de manger de plus en plus salé. Donc, on y va graduellement. On diminue tranquillement les quantités qu'on utilise. Pour le sodium, je vous dirais que déjà, si vous prenez le réflexe de ne pas rajouter de sel à table, donc quand vous mangez, vous ne rajoutez pas de sel dans votre assiette, déjà, on s'en sauve de beaucoup. Lors de la cuisson aussi, donc de prendre l'habitude de ne pas rajouter de sodium lors de la préparation des repas, ça peut être une bonne idée. Puis sinon, pour s'aider, bon ben moi j'aime bien utiliser les épices, les aromates, donc ça nous permet d'avoir un petit goût, mais en même temps, c'est ça, c'est pas sur le goût caractéristique du sodium. Pour le sucre, notamment, on peut utiliser des sucres qui ont ce qu'on appelle un pouvoir sucrant un petit peu plus haut. Le pouvoir sucrant, c'est quoi? C'est à quantité égale. Par exemple, pour 1 cuillère à café de sucre blanc, mais je vous dirais que des fois, on a juste besoin de mettre 1 demi-cuillère à café de miel ou de sirop d'érable. C'est-à-dire que c'est un sucre qui a un goût sucré plus haut. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ce type de produit pour tranquillement être amené à réduire sa consommation de sucre. Donc, ça, c'est une autre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sel de mer. Est-ce mieux que le sel régulier? Alors, sel de mer, sel rose d'Himalaya,
sel blanc, je vous dirais que dans le sodium, d'un point de vue nutritionnel, à part peut-être un petit peu dans le sel rose d'Himalaya, la teneur en minéraux est assez équivalente. Donc, je vous dirais que c'est davantage par goût que vous pouvez finalement faire le choix de prendre un sel de mer ou de prendre un sel rose. Le sodium, je vous dirais que c'est ça. C'est dans l'ensemble, dites-vous qu'on n'en manque pas. Au Canada, ça a été démontré que l'apport moyen, c'est-à-dire l'apport quotidien de sodium, se situe à peu près à 3600 mg par jour, alors que les recommandations suggèrent de ne pas dépasser les 1500 à 2200 mg par jour. Donc, on peut voir que naturellement, on a la main quand même un peu forte sur le sodium. Les produits aussi à caractère commerciaux contiennent beaucoup de sodium. Donc déjà aussi, quand on cuisine maison, dites-vous que ça, c'est un très bon truc pour diminuer naturellement sa consommation de sodium. Puis, et de beaucoup, je vous dirais. Bonne question. On me demande les suppléments de protéines. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, les suppléments de protéines. Comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, je vous dirais qu'ils sont ni bons ni mauvais. C'est-à-dire qu'ils sont juste pas essentiels à un contexte de saines habitudes alimentaires. C'est sûr que tant qu'à sauter un repas, si on saute un repas, je vous dirais que oui, de prendre un petit supplément de protéines comme une barre protéinée ou un petit shake de protéines, ça demeure une option acceptable. C'est-à-dire que j'aime mieux que vous mangiez ça que vous ne mangiez pas du tout. OK? C'est simplement que moi, dans le contexte d'une saine gestion de poids, à mon bureau, j'ai trop vu de personnes qui avaient fait des diètes qu'on appelle hyperprotéinées. Donc, ça veut dire que pendant une bonne période, ils consommaient à raison de 2 à 3 suppléments de protéines par jour, donc en remplacement des repas. Je vous dirais que cette façon de faire-là, c'est sûr qu'au début, ça peut amener des résultats sur la perte de poids. Pourquoi? Parce que il y a tellement peu de glucides, vu que c'est des produits qui sont contrôlés dans leur ratio de protéines et glucides, il y a très peu de glucides. Donc, à ne consommer que ça, le corps finalement manque de glucides, manque d'énergie, parce qu'on sait que les glucides sont nécessaires pour notamment le fonctionnement des organes et du cerveau. Donc, à ce moment-là, il va rapidement aller chercher dans les réserves de gras pour les transformer en, justement, substrat énergétique, en énergie. Donc, au début, on voit apparaître des résultats, donc on maigrit. Mais le problème, c'est que d'un point de vue métabolique, ça vient vraiment perturber finalement notre métabolisme. Donc, d'utiliser finalement des suppléments de protéines, et ça sur un moyen long terme, ça fait en sorte que le fameux métabolisme de base a tendance à diminuer. Donc, l'énergie finalement qu'on a besoin au quotidien diminue. Ce qui fait que quand on atteint un poids qu'on juge bien pour nous, qu'on est bien. Le problème, c'est qu'à long terme, on a de la difficulté à maintenir ce nouveau poids-là et qu'au contraire, après, le corps a comme tellement été carencé en glucides qu'il a tendance à restocker l'énergie. Donc, souvent, malheureusement, à la suite de l'utilisation trop prolongée des produits de suppléments de protéines, on a une difficulté à gérer le poids remonte et voire même s'ajoute des fois de 5, 10, 15 livres de plus, là. Donc, je vous dirais que les produits de suppléments protéiques, de temps en temps, si c'est parce que vous êtes mal prise et que vous n'avez pas de vrais aliments sous la main. Pour notre chanvre comme protéine, ouais, bonne question. Oui, en fait, le chanvre contient des protéines au même titre que la graine de chia et la graine de lin. Donc, je vous dirais que vous pouvez l'utiliser comme complément, parce que juste de miser là-dessus, je vous dirais que ça va vous en prendre quand même une bonne quantité pour avoir un apport protéique suffisant dans votre repas. Moi, comme nutritionniste, en fait, souvent, je dis que par repas, là, surtout les repas principaux, on essaye d'avoir un minimum de 15, 20, 25 grammes de glucides. Donc, entre 15 à 25 grammes, excusez pas de glucides, mais de protéines par repas pour que ça soit suffisamment soutenant. Donc, de mémoire, je crois que 2 cuillères à soupe de chanvre ou de lin ou de graines de chia, ça nous donne de 6 à 8 grammes de protéines. Donc, c'est pour ça que si jamais c'est la seule source de protéines du repas, il faut en mettre beaucoup. Les choux de Bruxelles, est-ce un bon légume? Car c'est dans la famille des choux. Et puis ici, ça a des effets sur le gonflement. Oui, alors, les choux de Bruxelles sont un excellent produit. Ça fait partie de ces légumes qu'on appelle crucifères. Là. Donc, il y a beaucoup de propriétés, notamment antioxydantes. Mais c'est vrai que, comme toute la famille des légumes, en fait, la famille des choux, ça peut avoir tendance à nous faire ballonner.
Donc, c'est de faire justement attention parfois quand on est sensible d'un point de vue digestif. Premièrement, de les faire cuire. Donc, tout ce qui va être cuit, c'est plus facile à digérer que si c'est cru. Et aussi, des fois, c'est sur la quantité. Donc, si vous vous rendez compte que vous êtes sensible, donc c'est pas d'éliminer finalement les choux de Bruxelles, mais c'est peut-être de les combiner à un autre légume, puis de faire attention tout simplement à la quantité de choux que vous allez vous servir, ou peut-être aussi la fréquence. Certaines personnes me disent, ben moi, tu sais, j'en mange 1 ou 2 fois dans ma semaine, puis ça va bien, mais si je me mets à en manger plus, ça coince, ça va moins bien, je me sens ballonnée, je file moins bien. D'ailleurs, les ballonnements, c'est quelque chose qui est assez commun, je vous dirais. Hein? Moi, à mon bureau, on me parle souvent de ça. Un petit truc, c'est de faire attention à la vitesse des repas. Donc, de manger lentement, ça va être quelque chose qui va vous aider, de bien mastiquer, ça va vraiment vous aider pour la digestion. Puis, on a tendance à avoir moins de ballonnements là, suite à ça. Puis, il y a d'autres petits trucs aussi pour éviter les ballonnements, notamment de faire attention à la gomme à mâcher. Ça a l'air simple, là, mais quelqu'un qui est très adepte de gomme à mâcher, bien, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'on a une petite réaction qu'on appelle d'aérophagie. C'est-à-dire qu'on va avaler de l'air. Donc, c'est sûr que ça peut aussi nous faire ballonner. Donc, c'est des petits comportements simples. Donc, faire attention à la gomme, de manger doucement, puis de bien mastiquer. Ça peut être des choses qui peuvent vous aider, là. Alors, la vitamine D est-elle en quantité suffisante dans le lait? Et puis, où doit-on prendre un supplément pour la saison hivernale? Alors, la vitamine D, c'est vrai que dans le fond, on la retrouve notamment dans le lait parce que c'est un produit qui est enrichi. Donc, si on veut combler 100% de ses besoins en vitamine D sans avoir besoin de prendre de suppléments, ça, c'est pour la période hivernale, donc de octobre jusqu'à avril-mai. C'est important, en fait, de prendre l'équivalent de 2 tasses de lait par jour, l'équivalent de 500 ml. Donc, si on prend 500 ml de lait par jour, ça va nous répondre à 100% des besoins en vitamine D, puis à peu près 60% des besoins en calcium. Si jamais on n'est pas capable de prendre nos 2 tasses de lait, à ce moment-là, on peut utiliser un supplément de vitamine D au moins jusqu'au mois d'avril-mai. Si ce n'est pas le lait, on peut prendre aussi de la boisson de soya qui est également enrichie. Puis je sais que j'ai vu aussi sur le marché notamment de la boisson de riz et d'amande qui était également enrichie en vitamine D. La seule petite chose, c'est qu'il faut savoir que si on parle d'un point de vue de protéines, la boisson de soya et le lait, donc de vache, vont avoir une quantité de protéines assez équivalente. Mais si on le compare, par exemple, à de la boisson d'amande ou de la boisson de riz, c'est pas équivalent. La boisson d'amande et la boisson de riz, là, il n'y a presque pas de protéines. Donc, c'est plus sur un apport en glucides et notamment en vitamine B. Alors, on me demande si la valeur nutritive du couscous, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le couscous, je vous dirais que d'un point de vue nutritif, ça ressemble beaucoup à des pâtes, en fait. Le couscous, c'est fait avec de la semoule de blé. Donc, le blé, on sait que c'est quelque chose d'assez énergétique, en fait, comme les pâtes ou comme le riz. Donc, c'est la même quantité que si vous mangez des pâtes. Donc, si vous décidez de manger du couscous, c'est une demi-tasse cuite à ce moment-là. Puis, c'est fun, là, vous pouvez justement, ça fait varier les repas, ça donne une petite présentation différente. Donc, il y a le couscous. Sinon, moi, personnellement, quelque chose qui se rapproche du couscous, mais qui a un petit plus d'un point de vue nutrition parce que c'est plus soutenant, c'est le quinoa. Donc, je ne sais pas si certaines aiment le quinoa, mais c'est aussi quelque chose de super intéressant à cuisiner. Puis, c'est un petit peu plus soutenant que le couscous. Alors, on me dit, j'aime pas beaucoup les légumes. Avec quoi je peux les remplacer? La grande question. Malheureusement, je vous dirais que les légumes font partie d'un régime alimentaire sain. Je vous dirais que c'est d'essayer. Des fois, on me dit qu'on n'aime pas les légumes, mais c'est simplement parce qu'on les trouve pas nécessairement assez goûteux ou parce que, tu sais, au niveau de la texture, ça nous convient moins. Donc, c'est vraiment de faire des tests. Il y en a qui me disent qu'ils n'aiment pas les légumes cuits, mais crus, ils vont aimer ça. À l'inverse, il y en a d'autres qui me disent, ben moi, les crudités, je suis pas capable, mais tout ce qui va être cuit en soupe, en gratin, en purée, en mijoté, ça passe bien.
Donc, les légumes, là, n'hésitez pas à les rendre funny, là. Mettez des saveurs, allez-y en faisant des fois des combinaisons de textures. Donc, soyez vraiment créatifs là-dedans. Il n'y a aucun problème, là. Faut vraiment les cuisiner, il faut les rendre goûteux. On essaie qu'ils ne soient pas simplement à la vapeur. OK? Donc, pour que ça soit intéressant. Alors, on me demande si c'est normal, comment faire pour manger plus doucement, puis parce qu'on dit qu'on mange vite en 10 à 15 minutes. Je m'excuse, il y a un petit peu de bruit, là, ils font des travaux. Alors, le truc que je vous dirais, c'est, des fois, c'est pour manger plus lentement, c'est d'essayer d'abord de ne pas manger devant la télé ou devant l'ordinateur. Parce que ça, c'est démontré que quand notre attention est sur quelque chose d'autre, on oublie finalement ce qu'on fait, puis on a tendance à accélérer le rythme. On peut aussi prendre l'habitude, des fois, entre, par exemple, l'entrée ou le plat principal, ou des fois, il y en a qui disent le plat principal puis le dessert, d'attendre juste un petit 5 à 10 minutes. Il y en a aussi qui disent, qui vont me dire, moi, j'ai pris l'habitude de manger avec des baguettes. Ou j'ai des mères de famille qui me disent, moi, mes enfants, ils mangent pas vite, ils mangent lentement. Puis j'ai décidé de me calquer à leur rythme, donc de les imiter finalement. Fait que ça peut être n'importe quel truc pour nous permettre de prendre conscience de la vitesse de nos repas, puis de ralentir le rythme. Alors, on me demande une bonne source de protéines au déjeuner, autre que les œufs, le yogourt grec. Je vous dirais qu'il y a tous les beurres de noix naturels que vous pouvez utiliser. Le fromage aussi, si vous avez envie, là, vous pouvez utiliser ça. Puis moi, parfois, là, ce que j'aime bien, surtout si j'ai envie de me faire un petit déjeuner un peu salé, il y a le végé pâté aussi qui peut être intéressant à utiliser. Ça se tartine bien, puis c'est assez bon. On me pose la question pour boire des liqueurs diète. Alors, qu'est-ce que je pense de la liqueur diète? Je vous dirais que les boissons gazeuses, même si elles sont diètes, font partie des produits que j'appelle gâteries. C'est-à-dire que une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas quelque chose que j'aurais tendance à suggérer et à consommer de façon régulière. Pourquoi? Parce que, comme j'ai répondu un petit peu plus tôt, la consommation de produits diètes, notamment allégés en sucre, donc qui utilisent des édulcorants, a tendance à stimuler l'appétit et la prise alimentaire. Donc, une fois de temps en temps, pas de problème, mais je vous dirais que j'aimerais mieux que vous buviez de l'eau pétillante aromatisée si possible. Alors, on me pose aussi une autre question concernant la prise de suppléments probiotiques. Je m'excuse, je vais changer de place parce que je crois qu'il y a un petit peu de bruit. Voilà, je pense qu'on va être plus tranquille ici. Alors, la prise de suppléments probiotiques, oui, une excellente idée. En fait, c'est démontré que les probiotiques, donc d'avoir une belle flore intestinale, ça permettait d'avoir justement au niveau de son système immunitaire un système immunitaire qui est plus fort. Puis aussi au niveau de la digestion, c'est très efficace d'avoir un bon microbiote intestinal. Donc, il y a les capsules de probiotiques que vous pouvez prendre. Puis sinon, moi, il y a un produit que j'aime beaucoup qui est en fait le kéfir. Liberté a sorti un kéfir à boire qui peut être nature ou aromatique. Puis vraiment, moi en tout cas, à plusieurs personnes, j'ai référé ce produit-là et on a des super résultats. Donc, je vous dirais que si vous décidez d'utiliser ça, c'est à peu près 1/3 de tasse par jour. Vous n'êtes pas obligé d'aller à plus que ça. Eux, là, sur l'étiquette, ils parlent d'une tasse, mais je vous dirais qu'à 1/3 de tasse, c'est suffisant. Puis ça va vous permettre aussi, c'est ça, de compléter votre flore microbienne puis de maximiser tout ça. Alors, on me pose la question, est-ce qu'on peut perdre du poids sans faire de sport? Oui, on peut perdre du poids sans faire de sport, mais je vous dirais qu'à long terme, c'est pas nécessairement ce que je vais vous suggérer. Pourquoi? C'est que quand on perd du poids, finalement, notre corps enregistre qu'on a un manque d'énergie. Donc, pour répondre à ce manque d'énergie-là, il va aller chercher dans ses réserves de gras pour vraiment répondre à ce besoin d'énergie. Donc, dans les débuts, on va avoir une perte de poids qui va se faire, mais c'est évident que au fur et à mesure, c'est comme si le corps un peu s'habitue. C'est-à-dire que, au début, il répond positivement, il fait perdre du poids, mais à un moment donné, il s'habitue finalement à son nouveau régime ou sa nouvelle façon de manger.
Donc, c'est pour ça que le sport vient vraiment compléter la démarche de gestion de poids. En plus, ça nous permet des fois de sécréter plein de bonnes hormones, là, des hormones anti-stress. Ça nous fait nous oxygéner, ça nous fait dépenser. Donc, je vous dirais que oui, vous pouvez perdre du poids, mais je vous suggère fortement de trouver une activité physique qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi simple que de la marche à pied. Vraiment, il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas obligé de faire des exercices très, très intenses, mais l'important, c'est de commencer par quelque chose. Puis surtout, quelque chose qui vous fait plaisir, qui pour vous, c'est pas une corvée. Au contraire, c'est votre petit moment, puis ça vous fait du bien. Alors, on me demande aussi, j'ai des intolérances à plusieurs fruits et légumes, puis on ne digère pas. Donc, est-ce que une multivitamine peut être conseillée ou recommandée? Oui, à ce moment-là, vous pouvez prendre une multivitamine, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que, dans le fond, les besoins, notamment les besoins en vitamines, se comblent quand même très facilement par l'alimentation. Je vous donne l'exemple de la vitamine C. Dans un poivron rouge, là, un seul poivron rouge, vous comblez 100% de vos besoins en vitamine C. Donc, la pomme de terre, à peu près 70%, les oranges, 60-70%. Donc, rapidement, je vous dirais qu'avoir une alimentation qui est variée, d'avoir donc dans la journée deux fruits, à peu près 4 à 5 portions de légumes, rapidement, vous allez avoir comblé finalement votre besoin en vitamines et minéraux. Un des minéraux qui est des fois difficile à combler, c'est le fer, notamment pour les femmes, parce que les femmes ont un besoin en fer qui est haut. Puis on sait que le fer est un élément qui est un peu capricieux dans son absorption. Fait que je vous dirais que s'il y avait quelque chose sur lesquels il faut faire attention, c'est notamment le fer. Donc, c'est pour ça qu'à tous les jours, on retrouve finalement des sources de protéines. Puis que je dis, bon, ben, notamment au repas du dîner et du souper, il y a une protéine, mais il y a aussi un accompagnement de légumes qui est fait. Donc, pourquoi? Parce que le fer, on sait qu'il va être maximisé dans son absorption avec une teneur en vitamine C. Donc, pour répondre à la question, oui, si vous avez des intolérances aux fruits et aux légumes, bon, ben, vous retirez ce qui vous fait pas du bien, finalement. Vous pouvez compléter avec une multivitamine, mais sachez que les autres fruits ou légumes que vous tolérez, normalement, si vous les consommez de façon régulière et en bonne quantité, vous ne devriez pas être carencé dans l'apport en vitamines ou minéraux. Alors, après combien de temps on peut remarquer une perte de poids? Oh, très bonne question. J'aimerais pouvoir vous répondre de façon exacte, mais ça, je vous dirais que ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup, en fait, du profil de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des métabolismes qui réagissent très, très rapidement. Donc, rapidement, ils vont observer une perte de poids. Puis, il y en a d'autres, ben c'est un petit peu plus tranquille, c'est un petit peu plus lent. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps. Normalement, je vous dirais qu'une vraie perte de poids, normalement, devrait commencer après 7 à 10 jours. Donc, c'est tout à fait normal de ne pas nécessairement observer des résultats tout de suite. Et c'est aussi pour ça que j'insiste beaucoup, moi, en consultation, sur l'importance de ne pas se peser. Je sais que c'est pas facile de ne pas se peser parce qu'on est très curieuse de savoir si oui ou non on avance dans nos résultats. Mais en fait, c'est important de se rappeler que quand on fait un changement d'habitude alimentaire, c'est pas juste pour le chiffre sur la balance. C'est aussi pour se sentir bien, pour être en forme, pour avoir un bon niveau d'énergie, avoir une bonne gestion, une bonne vitalité. Et que oui, en boni, on perd du poids. Donc, celles qui ont envie de se peser, je vous dirais de retenir, d'essayer de ne pas vous peser plus qu'une fois par semaine. Donc, un maximum d'une fois par semaine. Et sinon, s'il y en a d'autres qui ont décidé justement de mettre de la balance de côté, bien, bonne idée, ne vous pesez pas nécessairement, mais à ce moment-là, vous pouvez, si vous voulez, mesurer, par exemple, votre tour de taille ou avoir un vêtement que vous savez qu'au début est un petit peu plus serré, puis vous essayez au fur et à mesure à savoir si vous progressez ou non dans vos résultats. Donc, ça, c'est un petit peu mon point de vue concernant la surveillance du poids. Point de vue du fer, le boudin, est-ce bon ou pas? Oui. Très bonne source de fer, je vous dirais. Ça peut être très intéressant de le consommer. Avec des pommes, d'ailleurs, c'est délicieux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il me reste à peu près... Oh, ben tiens, on a fait presque plus que, finalement... on a fait plus qu'une demi-heure. On est presque rendu à 1 heure.
Alors, en fait, pour aujourd'hui, je vous dirais que c'est ce qui va compléter le Facebook Live. En tout temps, je fais une veille, moi, sur le groupe Facebook, donc Moins 10 livres avec Cathy, pour voir justement si vous avez des questions en nutrition. Pour un peu plus d'efficacité, si vous voulez, je vous inviterai, quand vous avez une question qui concerne la nutrition, indiquez mon nom, Charlotte Giroudet. Comme ça, moi, ça m'envoie un petit pop-up, puis je vais être en mesure de bien voir la question, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans le groupe, donc je fais ce que je peux pour voir toutes vos questions. Mais comme ça serait un petit peu plus simple pour moi de vous répondre le plus rapidement possible. Comme je vous disais, les mardis à 19h30, donc dans le cadre du défi, je vais être disponible pour un Facebook Live. Donc, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous. J'ai trouvé ça hyper le fun. Vous aviez plein de questions. J'ai bien hâte la semaine prochaine pour vous retrouver. Je vous encourage à vraiment avoir du fun avec le menu, à essayer les recettes. Je trouve ça super trippant de vous voir mettre les photos aussi de ce que vous cuisinez. C'est très valorisant. Je trouve ça vraiment super. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Puis, on se reparle sur le groupe Moins 10 livres avec Cathy. À bientôt!